recevons dans cette deuxième partie de Soir d'Info Monsieur Mignane Diouf, comme vous l'avez dit, qui est le coordonnateur du Forum social mondial ici au Sénégal, féru du ballon rond, j'y arrive, mais pas que. Il est aussi un militant de la justice sociale. Et le prétexte aujourd'hui, c'est la disparition de Diego Maradona dans la nuit du 25 novembre 2020. Qu'est-ce que cela vous a fait? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que le monde du football a perdu? Oui, merci. Merci bien mon neveu. J'aime bien t'appeler comme ça. Je voudrais d'abord m'incliner à la mémoire de Diego. Diego était une icône du football mondial. Et ce que nous perdons en vous voyant rejoindre le ciel, c'est de perdre aussi une référence pour les jeunes, notamment les jeunes africains, mais aussi les jeunes latinos nés dans les quartiers difficiles. Les favelas. Les favelas. Et Diego a été une preuve pour eux que oui, on pouvait naître dans les favelas, au Brésil, en Argentine, à Mexico, en Chili, etc. et être une icône. Voici donc un footballeur qui est décédé et dont le cercueil est allé à la présidence. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire donc qu'il y a même un moment où la monnaie argentine était appelée Diego. Au lieu de dire $1, on disait un Diego. Donc c'est pour montrer que Diego est une perte immense pour le football mondial et notamment pour les footballs des pays du Sud. Je pense à l'Afrique, à l'Amérique latine, où de plus en plus on voit aujourd'hui les jeunes Africains et Latinos occuper l'espace du football mondial. Quand vous faites un tour d'horizon au niveau de l'Europe, mais l'essentiel des grands footballeurs sont ou des Africains ou des Latinos. Et souvent venant de contrées très difficiles. Vous voyez d'où vient mon neveu aussi, Sadio Mané. Donc cela montre encore une fois que l'exemple de la réussite, l'exemple de l'engagement, l'exemple de la détermination, ça peut être vu aussi bien au niveau des études qu'au niveau du sport, qu'au niveau de la culture, etc. Et Diego en a été donc une illustration. Alors, mastodonte dans le milieu footballistique, mais aussi un farouche militant de la justice sociale, quelqu'un qui a combattu aussi l'impérialisme. Donc, dans ce cadre-là aussi, vous avez eu à collaborer. Est-ce que vous pouvez revenir sur sa personnalité, surtout dans ce registre-là de la justice sociale? Oui, Diego, vous savez, quand on est dans certains quartiers populaires en Amérique latine et qu'on voit certaines injustices, qu'on voit certaines inégalités se développer d'une certaine façon, je crois que c'est tout ça qui a aidé à un moment donné, à partir de 15 ans, il s'est rendu compte, dans une prise de conscience, que notre monde était possible, sans avoir entendu déjà le discours des mouvements altermondialistes. Et pour lui donc, ce n'était pas normal de voir autant d'injustices dans les favelas, dans les quartiers populaires, où certains manquaient de tout et de l'essentiel, pendant que d'autres en avaient suffisamment et même excédentairement et d'une façon ignoble. Et permettez-moi de dire ça. Donc je crois que c'est tout ça qui a aidé à ce que, quand il est arrivé au football, il a voulu montrer à l'opinion internationale, il a voulu montrer aux observateurs que oui, l'injustice dans laquelle je suis plus ou moins né, je veux démontrer que malgré tout ça, je peux faire usage de mes qualités, de mes pieds, de mon corps, de mon esprit, de mon hardiesse, mais aussi l'utiliser pour montrer aux jeunes qui sont nés comme moi dans ces quartiers que nous pouvons aussi donc être des modèles de justice, d'équité. Et je crois que donc Diego, c'est comme ça qu'il a épousé de plus en plus la philosophie du mouvement altermondialiste. Et c'est ça sans nous avoir fréquenté au début. Son anticonformisme. Et c'est ça qui existe, son conformisme. C'est ça aussi donc qui fait que par la suite, il va aimer rencontrer de grands hommes. Fidel Castro, les Lula, les Molares, etc. Mais pour discuter avec eux de tout ce qui se passe sur la scène de la géopolitique mondiale. Je vous fais une petite révélation. Diego a failli venir à Dakar en 2011 lors du Forum social mondial. Ah oui. On avait organisé donc dans la commission sport et culture, on avait envisagé un football alternatif. Et on avait contacté au Brésil, en Argentine et en Afrique des footballeurs qu'on jugeait donc capables de venir jouer ce jeu-là. On est allé rencontrer
une commission est allée rencontrer l'ambassadeur du Brésil à Dakar. Oui. Et je lui dis, Madame l'ambassadeur, nous voulons inviter certains footballeurs au Brésil et en Argentine pour avoir un tournoi altermondial ici. Mais il nous propose... Donner beaucoup plus de visibilité à la rencontre. Il nous donne le nom de Socrates, je me rappelle, de Cafu, de Chico. Et en Argentine, il disait il faudra que... Et tous ces footballeurs sont issus de quartiers difficiles. Très bien, il faudra donc que Diego vienne. Et en Afrique, on avait contacté à l'époque, moi-même je l'ai appelé, le footballeur camerounais, l'ancien footballeur camerounais des années 80, comment il s'appelle encore, je perds son nom, qui était dans l'équipe du Cameroun. Et au Sénégal, on avait parlé avec la génération de 2000, le capitaine de l'équipe à l'époque, Ferdinand Coly, oui, qui avait accepté. On avait parlé avec Bokandé, qui avait aussi donc accepté. Et l'idée, c'était de créer un tournoi de football alternatif. Au dernier moment, Diego a eu des problèmes de santé et il n'a pas pu venir. Cafu était disposé à venir. Il devait venir d'ailleurs avec Lula, qui était là pendant cette période du Forum social mondial de 2011. Donc, c'était pour montrer qu'il y a, parmi le monde du sport, et notamment du football, en Amérique latine, beaucoup de footballeurs qui sont des altermondialistes, oui, si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, qui luttent pour l'égalité des chances. C'est un combat à son niveau qui a porté pas mal de fruits. Parce Très bien. Il a résisté contre la zone de libre-échange des Amériques. Ouais. Il a fait face à Bush, ce n'était pas du tout facile. Ouais. Alors, si on fait un parallélisme avec George Weah, qui a fait le pas pour aller prendre le pouvoir, pourquoi Diego n'a pas sollicité le suffrage des Argentins? Je suis sûr que si à cette époque-là, Diego avait dit « je suis candidat », personne n'oserait l'affronter dans une compétition électorale. Mais attendez, un homme dont le nom est utilisé pour nommer la monnaie du pays, vous pensez que n'importe qui peut l'affronter dans des élections électorales? Il ne l'a pas fait, c'est vrai que je crois qu'il n'était pas dans cette ambition de diriger le pays, mais il était donc dans l'ambition de servir de modèle souvent, de réussite, même s'il se rendait compte que j'étais né dans des conditions très difficiles. Il voulait aussi donc démontrer qu'en vérité, les inégalités impérialistes et domination et d'exploitation, cela pouvait finir pour qu'il y ait un monde, ce que nous appelons donc un monde de paix, un monde d'égalité et de justice, c'est-à-dire ce que nous appelons donc dans le slogan, un autre monde est possible. Et une autre anecdote, quand Diego a dit la main de Dieu, est-ce qu'on a cherché de comprendre ce qu'il voulait dire? Diego faisait référence à la guerre dans les Malouines. Quand les Britanniques ont attaqué, en passant par Dakar d'ailleurs, à l'époque, les avions qui attaquaient l'Argentine faisaient escale à Dakar. Mais Diego était fou de rage de ça. Et en a souffert, il n'était pas le seul. Et quand son équipe devait rencontrer l'équipe de l'Angleterre, ben, c'était en fait un match dans un match de football. C'était un match politique. Et lorsqu'il a marqué ce but par cette main-là, les gens ont contesté. Il a dit, mais attendez, les inégalités et les torts qu'ils nous ont commis a fait que le bon Dieu a voulu que cette main-là vienne à notre secours pour les vaincre, et donc c'est la main de Dieu. Alors, Hugo Chavez, Maradona aujourd'hui parti, Fidel Castro, les figures emblématiques du Forum social mondial disparaissent une à une. Aujourd'hui, que reste-t-il du combat de cette idée? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore espoir qu'un autre monde soit possible? Oui, nous avons bel espoir que de plus en plus un autre monde est possible. Attendez, quand vous observez la géopolitique aujourd'hui du monde, les turbulences politiques, les dynamiques de contestation, de dénonciation et de mouvement d'ensemble dans certaines zones du monde, le réveil subit de certaines populations... Mais toujours contenu par l'idéologie dominante. Bien sûr, parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation, oui, où cette mondialisation, elle est accaparante, elle prend nos ressources, elle est exploitante et domine nos pensées. Elle utilise la science et l'éducation pour continuer à nous faire croire que vous n'avez aucune chance de nous égaler. Mais néanmoins, attendez ce qui est arrivé aux États-Unis récemment là. Vous voyez ce qui s'est passé? Oui. Le réveil afro-américain, oui, qui a pu mettre en balance les dernières élections pendant lesquelles, pendant longtemps, les Africains ne votaient pas. Mais la mort
d'un jeune afro-américain qu'on a assassiné, Floyd, dans ces conditions. Mais ça a joué un rôle important dans la participation massive des Latins, des Africains. Oui. Et je crois que donc de plus en plus, malgré les résistances de la mondialisation, malgré les capacités de domination et d'exploitation, nous sommes conscients que oui, un autre monde est possible et ce monde va se construire. Nous allons le construire avec l'ensemble des forces qui comprennent le changement. Comment concrètement? Mais il faudra continuer à sensibiliser, il faudra continuer aussi dans les quartiers qu'on appelle les quartiers difficiles, les villes difficiles, le monde difficile, le Sud notamment. Il faudra donc continuer à créer les alliances. Vous voyez ce qui s'est passé pendant longtemps au Venezuela, où les Américains ont bloqué les comptes des Vénézuéliens parce que Bush ne voulait pas que le Venezuela utilise son pétrole, qu'il utilise son gaz, qu'il utilise même ses nappes phréatiques. Dieu a jugé sans doute, mais la contestation et les dynamiques de citoyennes qui ont permis à ce Venezuela de tenir à montrer qu'en vérité, on peut faire face à l'exploitation, on peut faire face à la domination. Il faudra donc que la conscience citoyenne continue à se développer. Il faudra aussi donc que les leaders du monde, notamment en Afrique et dans le Sud, créent les alliances de solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui le Covid ne vous donne pas raison par rapport à la contestation que vous aviez toujours portée? Je crois que ça a démontré qu'en vérité, que notre monde était possible. La Covid a démontré que nous sommes dans un mauvais monde. J'ai entendu tous les chefs d'État du monde dire nous sommes en guerre. Oui. Et convoquer même des conseils de guerre. Le dernier conseil de guerre de la France, c'était la semaine dernière. Mais vous êtes en guerre contre un virus et vous êtes surarmé. Ouais, et vous avez des bombes atomiques. Ouais. Pourquoi on n'a pas sorti la bombe atomique dans le conseil de guerre pour dire l'ennemi qui nous fatigue, on utilise la bombe, paf, on appuie sur le bouton et on l'élimine. Ça veut dire donc que nous avons orienté toutes nos dépenses à nous armer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc un monde où les dépenses sont orientées sur la satisfaction de l'eau, de la santé, de l'équipement sanitaire, de l'éducation, de l'agriculture nourricière et vivrière. C'est ça les priorités d'un monde juste. Alors, on parle de Hugo Chavez, on parle de Diego Maradona, on parle de Fidel Castro et le Forum social mondial. Comment il se porte en Afrique? Ah, très bien. Nous sommes, depuis la Covid, nous sommes en train de relancer le Forum social mondial. Il n'est pas exclu d'ailleurs que d'ici 1 à 2 ans, que le Forum revienne en Afrique, au Sénégal, je ne sais pas. Rien que ce matin, nous étions en téléconférence internationale avec le comité international du Forum et on s'est dit, on ne peut pas laisser Chavez mourir, laisser Samir Amin mourir, et tant d'autres mourir, voir Diego mourir tout récemment, et ne pas relancer, réorganiser et remettre à sa place le mouvement altermondialiste. On s'est dit donc c'est un défi et nous devons donc, pour leur mémoire et pour le repos de leur âme, reprendre la bataille là où ils l'ont laissée pour que ce mouvement reprenne pied. Cette année, on avait prévu un forum mondial à Mexico. Ça n'a pas été possible. Est-ce qu'on en a encore des sommités qui ont une voix audible, qui une voix qui porte? Oui. Au Brésil, une nouvelle vague. Et au Brésil aussi, Lula revient au pouvoir. Il va reprendre le pouvoir. Ça, je vous l'ai dit, très prochainement. Et il y a d'autres aussi, donc, d'autres Diego qui vont naître dans le monde du football, dans le monde de la culture. Je crois que donc, de très prochainement, il va être possible que nous ayons une édition de Forum social mondial qui va être l'édition qui va réorganiser la dynamique. Et je crois qu'on s'est donné rendez-vous en mars-avril prochain à Porto Alegre au Brésil. Et après le Brésil, on est tous d'accord sur une proposition de l'Afrique que le Forum, quand il va être réorganisé, le comité en Amérique latine, il reviendra en Afrique. Ben, on ne sait pas encore, et que ça va être Dakar, et ça va être Bamako, et ça va être le Cap-Vert, on verra. Mais nous sommes dans une phase de reconstruction pour relancer les dynamiques, parce que plus que jamais aujourd'hui, l'impérialisme, la mondialisation d'exclusion et d'accaparement... Est-ce que relancer la dynamique, c'est aller au-delà de l'indignation? Oui, on va aller au-delà de l'indignation. Attendez. Et de la dénonciation. Et de la dénonciation. Il faudra donc aller au-delà de tout ça et arriver à prendre des initiatives. Prendre le pouvoir. Ce n'est pas une chose qu'on peut exclure, mais on peut envisager dans un premier temps que certains parmi nous accèdent à des postes de responsabilité. Nous avons au Brésil, nous avons dans certains pays en Amérique latine, et même ici en Afrique, des personnes qui sont arrivées à occuper des postes de responsabilité dans des CENI, dans des sphères institutionnelles étatiques, et qui arrivent donc à gérer autrement
que ce qui se fait aujourd'hui. Alors, ça va nous permettre de faire un glissement rapide pour parler de la société civile africaine, la société civile sénégalaise. Elle est où aujourd'hui cette société civile par rapport à la prise en charge des enjeux du monde nouveau? Alors, elle est à l'image un peu des États africains. C'est-à-dire? C'est-à-dire des États aussi qui sont souvent très, j'allais dire, disparates. Et agacés aussi par une géopolitique devenue de plus en plus une géopolitique de conflits et d'instabilité à cause des conflits. Regardez ce qui se passe au Sahel. Ouais. Le Burkina proclame aujourd'hui les résultats. Après avoir subi pendant des années et des mois des attentats ici et là, le pays de Sankara. Regardez le Mali, ce qui s'y passe. Regardez le Niger, la Côte d'Ivoire. Mais ces situations d'instabilité institutionnelle étatique, même s'il n'a pas totalement englouti la société civile africaine, elles nous portent atteinte. Parce qu'on n'est plus écouté de la façon dont il fallait nous écouter. Nous sommes écoutés souvent à l'image d'un opposant. Nous sommes écoutés souvent à l'image de quelqu'un qui jette des cailloux, comme on dit, ou des pierres. Nous ne sommes pas écoutés comme quelqu'un qui essaie d'analyser un contexte international et de faire des propositions alternatives pour aller vers un meilleur monde, un monde de paix, de stabilité, un monde de partage et de solidarité, et qui peut permettre donc de faire face, pourquoi pas, à tout ce qui constitue les attaques qu'on voit ici et là, ou les tentatives d'accaparement de nos richesses, de nos ressources ou de nos biens. Alors, l'autre question, on ne peut pas recevoir Mignane Diouf sans parler de la question de l'eau. On vous avait reçu ici et ça fait encore débat d'actualité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur réellement? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un approvisionnement correct en eau? J'avoue que j'avais dit à beaucoup de vos collègues que je ne veux plus parler de l'eau. Parce que pendant longtemps, j'en avais parlé, je n'étais pas le seul dans le Forum social mondial, Forum social sénégalais et africain, mais vous êtes mon neveu et je ne peux pas vous refuser quelque chose. Merci. La question de l'eau, nous avions dit à l'époque que la question n'était pas de changer de contrat, oui, mais de renforcer les investissements que l'État du Sénégal devrait faire dans le secteur de l'eau à partir de notre société nationale, la SONES. Suez était venu pour ça, non? Suez avait promis, c'est ça qu'ils avaient promis. C'est ce qu'on semblait nous dire. Oui. Et nous étions conscients que Suez était en difficulté financière dans le monde et ne pouvait pas respecter les engagements ou tenir compte des promesses qu'il était en train de faire aux Sénégalais. Une entreprise internationale qui est en faillite dans le monde ne peut pas vous dire je vais investir. Encore que l'investissement n'était pas de son ressort en vérité. Suez est le berger, oui, comme la SDE était le berger à l'époque. Le troupeau donc c'est l'eau du Sénégal. Et si cette eau-là, on n'a pas les conditions maximales d'exploitation et de distribution, celui qui distribue ne peut rien distribuer. J'avais donné l'image de dire, vous avez un troupeau dont il n'y a que des taureaux et des bœufs. Et le soir, vous voulez dire à votre berger, amène-moi 50 litres de lait. Ce n'est pas possible. Donc, on a trompé par moment l'opinion sénégalaise en leur faisant croire qu'en vérité, quand Suez viendra, toutes ces coupures d'eau vont s'arrêter. Nous avions dit non, il ne s'agit pas de ça. Mais il y avait une bataille politico-politicienne sur la question du contrat. Il y avait beaucoup de nébuleuses aussi dans ce contrat que nous avions dénoncé à l'époque. On est allé jusqu'à Bruxelles, rencontrer l'Union européenne, on est allé en France porter plainte ici au niveau de l'OFNAC, etc. Mais c'était donc pour montrer en vérité... Et cela a donné quoi? Finalement, ça n'a rien donné parce que je pense que quelque part, il y en a qui avaient envie de donner à Suez ce contrat dans les conditions que vous savez. Et en disant... Dès que Suez a le contrat, les conditions d'accès à l'eau potable vont changer. Nous sommes aujourd'hui à combien de mois de la signature? Nous sommes au mois de novembre, presque un an. Je crois donc que ça... On doit attendre KMS3. KMS3, donc, on avait dit à l'époque, dès l'instant que KMS3 n'est pas réglé. Et vous savez qui construit KMS3? C'est Suez. C'est Suez qui construit KMS3 avec du retard de combien d'ans? De 3 ans. Vous donnez à quelqu'un l'infrastructure qui semblait être celle qui règle les problèmes.
il n'a pas respecté les délais de construction, et vous lui signez un second contrat de distribution, il y a quand même problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut résilier ce contrat? Si j'étais dans une position de capacité de décider ici, là et maintenant, demain matin à 8 h, j'aurais résilié le contrat de Suez. Pour revenir à la formule ancienne. Et j'aurais donc appelé les Sénégalais, le patronat national sénégalais. Il y en a beaucoup. Les hommes d'affaires du Sénégal, les Sénégalais, Est-ce qu'ils sont capables de tenir? Ils sont capables. Le Sénégal fait partie des pays qui ont une meilleure expertise en termes de gestion de l'eau. Ils ont été décorés en Afrique du Sud. Le Sénégal fait partie des premiers pays qui ont des cadres et des ingénieurs hydrologues et hydrauliciens. Ce que nous manquons, c'est tout sauf dans ce secteur des techniciens capables de trouver les pistes d'eau souterraines, de trouver les techniques de management de l'eau. Ça, nous en avons suffisamment dans le pays. L'autre question, nous sommes du Djegem, vous êtes aussi de cette zone agricole. On parle de campagne agricole. Le prix de l'arachide revient sur la table. C'est la lancinante question qu'on n'arrive pas à dépasser. Aujourd'hui, est-ce que, Mignane Diouf, vous pensez qu'on a une véritable politique agricole au Sénégal capable de faire face à cette paysannerie qui n'a que trop duré? Oui. Vous savez, je suis souvent, comment dire, souvent un peu déçu. Je viens du monde rural et j'ai étudié un peu la sociologie, mais axée sur le développement rural et les cultures africaines. Et c'est pourquoi quand je mesure l'ensemble des capacités que nous avons et des potentialités que nous avons et de ce que nous sommes en train de vivre en Afrique, je me dis quel gâchis. Pourquoi? La campagne agricole d'aujourd'hui d'ailleurs, déjà je vois les Chinois devancer le marché national sénégalais. Oui, oui. Ils vont nous prendre toutes les bonnes graines, ils vont les amener en Chine, les transformer en huile, en pâte et en ceci et en cela, et nous retourner une partie de ça qu'ils vont nous vendre 2 ou 3 fois plus cher. Et quand vous mesuriez qu'à l'époque, l'arachide permettait au Sénégal d'avoir une usine à Kaolack, Lindiane, SIB à Diourbel, à Ziguinchor, à Louga, ici à Dakar, 4 usines ou 5 qui pouvaient à elles seules chacune prendre 203 000 personnes, je crois qu'on absorbait facilement l'ensemble des jeunes qui tentent de prendre la pirogue, alors qu'on avait la capacité d'utiliser cet arachide-là, de la transformer et de manger de l'huile d'arachide de qualité et non pas de l'huile qu'on nous a sorti de je ne sais encore quelle piste, qui n'est pas la bonne. La meilleure huile d'ailleurs, c'est l'huile d'arachide, mais on ne la mange pas. Bref, je veux dire que donc, on peut aller au-delà du prix de 250. Oui. Mais le marché mondial, aujourd'hui, les Chinois vont nous concurrencer là-dessus, nous prendre suffisamment cette graine-là, l'amener, et ils sont en train de payer à 300 francs le kilo. Ok, on peut dire la même chose par rapport aux accords de pêche? Ah oui, oui, oui. J'aurais bien aimé vous faire voir un documentaire que nous avions produit moi-même avec des ONG françaises et européennes, qu'on avait appelé à l'époque, en 2005-2006, la pêche d'enfer, où nous dénoncions les accords. Vous savez, le problème des accords, ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait des accords que nous avons signés avec l'Union européenne, c'est la capacité que nous avons à surveiller l'ensemble des bateaux qui utilisent cet accord éventuellement et qui sont souvent des bateaux pirates. Ah bon? Et il y en a beaucoup. Venant de l'Asie, la Chine en fait partie. Venant de l'Europe. Ces bateaux pirates, à l'époque, je me rappelle, quand nous faisions ce documentaire, nous avions posé la question aux contrôleurs de la mer. Quelles sont les capacités que vous avez de pouvoir dire que vous êtes en mesure de faire de sorte qu'aucun bateau pirate ne puisse utiliser l'usage ou le prétexte de ces accords pour venir ici pêcher et repartir. Deuxième difficulté que certains pays ont réglée, c'est que dans ces accords, on aurait dû avoir un mécanisme qui nous permet qu'une partie de la production soit débarquée à Dakar. Vous avez souvent vu que les Mauritaniens disent à nos pêcheurs, quand vous pêchez, vous débarquez ici. Mais pourquoi on n'a pas un dispositif qui nous permet dans de pareilles situations? Ça aurait donc permis d'avoir une usine de thon qui revient, une usine de sardinelle qui revient, etc., etc., etc. Et à partir de ce moment, il y a sans doute beaucoup moins de problèmes que quand tu laisses
le fait qu'on ne peut pas contrôler les bateaux pirates, on ne peut pas débarquer une partie importante de ces produits-là ici. Merci. Et tout est reparti pour aller nourrir les marchés de l'euro. Merci beaucoup Mignane Diouf d'avoir répondu à notre invitation. Nous recevions aujourd'hui le coordonnateur du Forum social mondial ici au Sénégal et c'était l'occasion d'évoquer cette légende du football, Diego Maradona, qui nous a quitté la nuit du 25 novembre, mais aussi d'autres questions d'actualité prise en charge par le Forum social mondial. Restez connectés en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.